Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit bien meilleure que 2020. Nous allons commencer cette nouvelle année par l'étude des zombies, ces créatures qui me fascinent et dont j'ai regardé énormément d'œuvres depuis mon adolescence. En raison du contenu quelque peu horrifique de cette vidéo, j'en déconseille le visionnage à un public trop jeune. Il n'y aura pas de screamer, mais certains propos ou certaines images peuvent choquer les plus sensibles. Barricadez donc bien vos portes et vos fenêtres, faites bien votre stock de pâtes et de papier toilette, et je vous souhaite un bon voyage. Le vaudou était une religion pratiquée en Afrique de l'Ouest, bien avant le XVIIe siècle, le commerce triangulaire et les déportations d'esclaves noirs vers les colonies américaines. Quand les esclaves sont arrivés dans les colonies, ils ont apporté avec eux leur culture et leurs croyances. Le vaudou qu'ils connaissaient a été peu à peu modifié par les croyances chrétiennes qu'on leur imposait. C'est pourquoi le vaudou d'Haïti est bien différent de celui pratiqué originellement en Afrique. Afin de christianiser les esclaves, leurs maîtres blancs chrétiens ont diabolisé les croyances liées au vaudou, le plongeant ainsi vers le destin qu'on lui connaît aujourd'hui, associé à la magie noire et maléfique. Sa pratique n'étant plus religieuse, mais tournée vers les arts obscurs, maniés par des sorcières et sorciers pouvant jeter des malédictions et pouvant également relever les morts. C'est en 1697 dans les Antilles que l'écrivain Pierre Corneille Blesbois fait pour la première fois mention du terme zombie en tant qu'esprit mauvais. Il en aurait rencontré un lors de son séjour en Guadeloupe. De nombreuses rumeurs faisaient alors état de morts qui revenaient à la vie, totalement dénués de volonté, comme décérébrés, errant l'œil hagard dans les pourtours des villages. Il faudra attendre jusqu'au XXe siècle pour que plusieurs scientifiques se penchent sur l'étude de ces morts revenus à la vie et étudient également le phénomène afin de l'expliquer. Un peu comme le débunkage de phénomènes paranormaux comme on peut en trouver aujourd'hui un peu partout sur Internet. Après plusieurs années de recherche, les chercheurs vont enfin découvrir comment un sorcier vaudou crée son zombie. Il semblerait qu'une puissante drogue à base de tétrodotoxine, la toxine que l'on trouve notamment dans le poisson fougou, soit à l'origine de l'état cataleptique de la personne à qui on en a fait prendre. La catalepsie, c'est l'arrêt apparent des fonctions vitales. Du coup, il n'y a quasiment plus de pouls, de respiration, et un teint cireux dû au fait que le corps ne soit plus bien irrigué en sang. Comme les techniques de l'époque pour définir si t'étais mort ou pas étaient très approximatives, et vu que la personne a l'air morte, eh bien on l'enterre sans plus de recherche médico-légale. À partir de là, moins de 24 heures plus tard, le sorcier n'a plus qu'à aller déterrer sa victime, et sous couvert d'une cérémonie religieuse visant à ressusciter les morts, il administre alors un antidote à sa victime qui neutralise les effets de la tétrodotoxine. Une fois la victime sortie de sa léthargie, on lui administre une nouvelle drogue, hypnotique cette fois, afin de lui faire perdre la mémoire et la réduire en esclavage. Bon après c'est sûr qu'un petit shoot de tétrodotoxine, plus une privation d'oxygène, un apport trop important de CO2 pendant qu'elle est dans son cercueil, le manque de sang dû à la faible activité cardiaque, et enfin la nouvelle drogue hypnotique, il va sans dire qu'il ne reste à ce moment-là plus grand-chose des capacités cognitives de la victime. De plus, la tétrodotoxine a tendance à rendre insensible aux petites blessures, à nécroser les muqueuses, et notamment la langue et le palais, ce qui complique le fait de pouvoir parler. On commence à s'approcher de la vision du zombie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cependant, les zombies issus du vaudou sont des êtres dénués de volonté et d'agressivité. En revanche, en regardant du côté occidental, à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, on retrouve dans l'imaginaire une vision des morts-vivants agressifs, dévoreurs de chair, ayant l'apparence de cadavres en décomposition. Déjà dans l'Antiquité, certains auteurs comme Lucien de Samosate, qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ, décrivit que les Grecs et les Romains se représentaient les revenants comme des squelettes couverts de robes noires et hantant les cimetières. Ici, on s'approche un peu de la vision que l'on peut avoir de la Grande Faucheuse, et cette description troublera parfois les interprétations de certaines œuvres, puisqu'il sera parfois difficile de savoir si on a affaire à la faucheuse ou à des morts vivants. À partir de 1348, lors de la grande épidémie de peste qui s'est propagée dans l'Europe et le reste du monde, ces morts vivants ont à nouveau été représentés dans ce qu'on appelle les danses macabres. Ces motifs macabres mettant en scène des morts vivants attaquant des vivants. Ceci dit, les danses macabres sont un gros morceau de l'histoire de l'art du Moyen-Âge et l'aborder ici en détail nous prendrait non seulement du temps, mais nous éloignerait du sujet de la vidéo. Retenez juste que les danses macabres ont été faites entre le XIVe et le XVIe siècle, que leur but premier était religieux et moralisateur, mais qu'à la fin du Moyen-Âge ce n'était plus que des représentations de morts vivants sans réelle mise en scène.
Sachez également que les historiens de l'art ne parlent pas de zombies pour les œuvres moyenâgeuses ou de la Renaissance, mais ils utilisent plutôt le terme de transi. Lorsque les États-Unis occupent Haïti de 1915 à 1934, la créature zombie va être intégrée au patrimoine culturel américain. La croyance haïtienne va ancrer l'idée qu'un zombie est une créature créée par un sorcier qui a la véritable capacité de ressusciter les morts, se créant ainsi une véritable armée de morts-vivants. Ainsi naît au passage la légende des nécromanciens. À partir de là, on commence à classifier les caractéristiques qui définissent un zombie, et ces caractéristiques sont encore aujourd'hui utilisées par les auteurs et les scénaristes, avec parfois quelques menus changements. Ainsi, les caractéristiques retenues à cette époque sont: Petit 1, les zombies ne parlent pas. À la rigueur, ils émettent des bruits de gorge, des gémissements ou des grognements. Petit 2, ils se nourrissent de chair humaine. Petit 3, ils sont dénués d'intelligence ou de faculté à réfléchir. Petit 4, ils ont les yeux blancs, comme voilés, signe d'un regard mort ou à la rigueur rouge. Petit 5, l'organisme du zombie se décompose lentement, ce qui lui vaut une couleur soit blanchâtre, soit marron, généralement accompagnée d'une odeur nauséabonde de chair en putréfaction. De plus, leurs os et leurs muscles sont plus fragiles. Et enfin, petit 6, des blessures mortelles, des plaies ouvertes, des morceaux qui pendent, une jambe qui boite, sont également des signes distinctifs du zombie. Ainsi, avec ces 6 points, on peut distinguer un zombie d'un quelconque autre mort-vivant, tel que les vampires, les ghouls, les squelettes, et autres créatures fantastiques que tout bon rôliste peut rencontrer lors de ses parties de jeux de rôle. D'ailleurs, en parlant de jeux de rôle, on y reviendra dans la seconde partie de la vidéo, mais retenez ici que le climat de guerre biologique planant sur le monde à la fin de la Seconde Guerre mondiale va peu à peu faire que les lecteurs et les joueurs vont populariser non plus une magie qui relève les morts, mais plutôt un facteur biologique tel qu'un virus qui attaque le cerveau, transformant l'infecté en zombie, qui à son tour transmettra son infection par morsure à un autre individu, propageant le virus zombie tel une épidémie. On va commencer cette seconde partie en cassant les codes. Dans la culture populaire, le zombie n'est plus codifié que par les 6 points que l'on a vus précédemment. Même s'il reste reconnaissable par des caractéristiques communes, les artistes, auteurs et autres scénaristes ont fait varier les représentations des zombies pour les adapter à leurs œuvres. Pour ce qui est de l'aspect, en fonction de l'œuvre, la représentation peut varier du tout au tout. Par exemple, chez Romero, on retrouve des zombies lents, tandis que Max Brooks décrira dans World War Z des zombies qui sont très rapides. Dans certains autres films, on peut retrouver des zombies intelligents ou n'ayant pas perdu leurs compétences d'avant leur transformation, comme par exemple dans Le Jour des Morts de 1985, on retrouve un zombie militaire capable d'effectuer encore le salut militaire. Autre différence, dans certaines œuvres, les zombies mangent n'importe quelle partie du corps tant que c'est de la chair vivante. Dans d'autres, les zombies se contentent de manger le cerveau de leur proie. Quelquefois, on peut trouver des animaux victimes également des zombies, voire devenus eux-mêmes zombies, et d'autres fois, ils sont épargnés. Commençons donc par le cinéma, et plus précisément par celui qui popularisera le zombie dans le genre horrifique. Je parle bien sûr de George Romero et du film La Nuit des Morts Vivants qui sortira en 1968 et sera le premier film de ce qu'on appellera la saga des zombies, comprenant 6 films sortis entre 1968 et 2010. Ces 6 films connaîtront à peu près tous des remakes, souvent avec le même nom, mais qui ne seront pas réalisés par Romero lui-même. C'est avec Romero que le zombie tel que nous le connaissons aujourd'hui dans le cinéma va se démocratiser. Le zombie est lent, agressif, bouffe des gens et surtout est très dangereux, surtout quand il est en bande. Là encore, nous n'allons pas faire une liste exhaustive de tous les films de zombies qui existent aujourd'hui, j'ai donc arbitrairement choisi de vous parler des films qui m'ont marqué ou que j'ai préférés. Si l'on reste dans le registre de l'horreur, le film 28 jours plus tard et ses suites plonge le spectateur dans la campagne anglaise tombée sous l'invasion des zombies. Même si les personnages n'ont aucune nouvelle du monde extérieur à l'île de Grande-Bretagne, ils traversent néanmoins le pays en quête de survivants et d'un remède. Les zombies ici sont plus rapides que ceux de Romero et la transformation se fait en quelques secondes. Toujours dans le genre horrifique, l'adaptation du livre de Max Brooks World War Z porté par Brad Pitt nous montre ici un scientifique qui recherche l'origine du virus zombie afin d'en trouver un remède. On retrouve ici des zombies qui sont très rapides avec une vitesse de transformation de l'ordre de quelques secondes. On apprend également que le climat a un impact sur l'activité zombie et qu'il est très difficile pour eux de survivre dans des températures trop basses. Sans doute l'un de mes films préférés, Je suis une légende, où Will Smith est ici le dernier survivant d'une épidémie zombie qui a ravagé le monde.
Dans les quelques bribes d'informations que l'on a dans le film, notamment à travers de vieux journaux télévisés, il semblerait qu'ici ce soit une mutation d'un vaccin luttant contre le cancer qui soit à l'origine de l'épidémie. Il est très rare que dans les films de zombies, l'origine de l'épidémie soit évoquée. Le personnage de Will Smith, accompagné de sa chienne Sam, tente de trouver un remède au virus zombie en capturant certains spécimens et en faisant des tests sur eux. Dans ce film également, on retrouve des zombies qui ne sortent qu'à la nuit tombée puisqu'ils sont photosensibles et donc très vulnérables à la lumière du jour. Dernièrement, je suis tombée sur le film Dernier train pour Busan, un petit film coréen disponible sur Netflix et dont la suite, Peninsula, est sortie cette année. Nous suivons ici un père divorcé qui doit conduire sa fille chez son ex-femme. Alors qu'il monte dans le train, une épidémie se propage en Corée, changeant les gens en zombies très rapidement. On suit également les histoires des autres survivants du train, dont beaucoup sont très attachants. On y retrouve également des questions intergénérationnelles et des problématiques liées aux classes sociales, très présentes en Corée et en Asie en général. Je vais classer ensuite les 3 films suivants dans le genre comédie horrifique, avec le cultissime Shaun of the Dead, qui mélange zombies et pur humour anglais. Le film Bienvenue à Zombieland, où 4 survivants traversent les États-Unis pour échapper aux morts vivants, le tout dans des scènes bourrées d'humour parfois absurdes et décalées. Et enfin, Orgueil et préjugés et zombies, qui est une adaptation du roman de Jane Austen, montrant ici l'Angleterre victorienne envahie de zombies. Je finirai la partie sur le cinéma avec le film Warm Bodies, qui est une sorte d'adaptation de Roméo et Juliette dans un monde apocalyptique. Ici, il semblerait que les sentiments, et en particulier l'amour, permettent aux zombies de revenir à la vie. On suit l'histoire à travers les pensées de R, qui après avoir dévoré le cerveau d'un jeune homme, décide de sauver la fiancée de celui-ci. Pour ce qui en est des séries, là encore j'ai dû faire des choix. Je vais donc parler de mes séries fétiches, en commençant par Z Nation, qui suit les aventures de Murphy, un ancien prisonnier à qui on a injecté un vaccin test pour lutter contre l'épidémie zombie. Désormais le seul immunisé, il doit être escorté à travers les États-Unis vers un laboratoire médical. La série e-Zombie nous fait suivre les aventures de Liv Moore, une jeune légiste zombie qui profite de son travail pour avoir accès à des cerveaux. Ici, on a un zombie qui a gardé ses capacités cognitives, mais qui est aussi toujours pourvu de son humanité et de son libre arbitre. Elle découvre qu'en mangeant un cerveau, elle prend la personnalité de la personne décédée. C'est ainsi qu'elle deviendra coéquipière d'un flic qui enquête sur des affaires de meurtre. Autre série dans laquelle on a un zombie tout à fait capable intellectuellement, Santa Clarita Diet, où l'on retrouve Drew Barrymore incarnant Sheila, une mère de famille agent immobilier qui devient zombie après avoir mangé des palourdes avariées. Aidée de sa famille, elle cherche un moyen de survivre, de se nourrir et surtout un remède à son état. La série a malheureusement été annulée après la 3e saison, nous laissant sur les dents après un gros cliffhanger. Je vais mettre ici un animé que j'ai particulièrement apprécié à l'époque, High School of the Dead. Certes, cet animé est blindé de scènes ecchi et de combats what the fuck qui défient toutes les lois de la gravité, mais j'ai également trouvé cet animé très bien fait d'un point de vue scénario. On suit là l'histoire de jeunes lycéens issus de milieux différents qui vont s'allier pour survivre dans un Japon envahi de zombies terrifiants, mais aussi d'autres survivants pas toujours fréquentables. Je n'ai pas eu l'occasion de lire les mangas, je ne peux donc pas vous comparer les 2 versions. J'ai choisi de ne pas parler de la série The Walking Dead et ses nombreux dérivés, tout simplement parce que je n'ai pas apprécié l'adaptation qu'ils en ont fait et les changements majeurs qu'ils ont fait pour plusieurs personnages. En revanche, je veux bien parler des comics qui eux sont très bons. Nous suivons donc l'histoire de Rick et de son groupe de survivants, eux aussi traversant les États-Unis à la recherche d'un lieu sûr où s'installer. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que ce ne sont pas toujours les rôdeurs qui sont les plus dangereux, mais que ce sont bien souvent les autres survivants qui sont une menace bien plus importante. Comme pour toute adaptation de livres ou de BD en film, bien évidemment les BD sont bien plus riches niveau scénario et la personnalité des personnages bien plus travaillée et surtout plus compréhensible. Si jamais vous cherchez un livre bien fun pour vous ou pour offrir à un fan de zombies, je peux vous proposer l'autre livre de Max Brooks, Guide de survie en territoire zombie, qui est un véritable manuel proposant des techniques de survie en cas d'apocalypse zombie. Avec bien sûr cet humour anglais décalé et toujours bien placé. Nous allons rapidement survoler quelques jeux qui mettent en action des zombies. Bien sûr, il y a le fameux mode zombie de Call of Duty, mais n'étant pas une grande fan de la franchise, je ne pourrais pas vous en parler en toute objectivité. Cela dit, je connais quelqu'un qui serait capable de me transformer moi-même en zombie si jamais j'osais oublier d'en parler. Bien sûr, il y a également la franchise des Resident Evil qui ont été adaptés en film avec Mila Jovovich. Le premier opus prend place dans le manoir Umbrella Corporation, où des scientifiques ont essayé de créer des surhumains
pour au final déclencher une invasion incontrôlée de zombies. Notez que la franchise a commencé en 1996 et qu'elle est loin d'être terminée. Je tenais à vous présenter l'un de mes petits chouchous, et bien qu'il commence à dater, j'adore me replonger dedans à l'occasion. Il s'agit du jeu Plantes vs Zombies, dans lequel vous devez protéger votre maison de vagues de zombies qui tentent d'entrer. Pour ce faire, vous aurez à votre disposition plein de plantes aux pouvoirs divers et variés, et un voisin au mental plus que ravagé qui vous vendra divers matériels à l'arrière de sa fourgonnette. Enfin, je tiens à au moins mentionner le très bon jeu Horde qui était disponible sur navigateur. Malheureusement, suite à l'arrêt de Flash Player, le développeur Motion Twin s'est vu dans l'obligation de programmer la fermeture de ses serveurs pour début janvier 2021. Dans ce jeu, vous incarnez un habitant d'une ville avec 39 autres joueurs. Vous devez essayer de survivre le plus longtemps possible. Chacun peut choisir sa stratégie de jeu, soit être coop, soit être le dernier des fils de chien. J'ai eu la chance de jouer avec l'une des meilleures méta-coalitions du jeu pendant un temps et de passer avec eux de super bonnes parties. Si vous voulez, Link the Sun a fait une chanson sur ce jeu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous invite également à aller voir sa vidéo Le Point Culture sur les zombies, qui vous donnera des informations complémentaires que je ne vous aurais pas mises dans cette vidéo. Dans la première partie, je vous parlais de jeux de rôle. Alors bien que je sois moi-même une grande adepte de jeux de rôle et une immense fan de zombies, au final j'ai fait très peu de parties de jeux de rôle impliquant des zombies. Je peux néanmoins vous dire qu'ils sont très présents dans l'univers de Donjons et Dragons, puisqu'il y a des nécromanciens, des armées de morts-vivants, et même dans certains univers des contrées envahies de morts-vivants. Ici, c'est bien la magie qui crée le zombie, et non pas une maladie contagieuse. En revanche, dans un jeu de rôle un peu dérivé de Donjons et Dragons appelé Plague, ici on évolue dans un monde médiéval fantastique qui reprend les codes des univers de zombies. C'est un monde apocalyptique où l'épidémie de zombies fait rage et dans laquelle les héros doivent évoluer. Il y a bien entendu aussi le jeu Zombie, qui reprend tous les codes des zombies à la Romero. Bien qu'il ne permette pas de faire de grandes parties très héroïques, il permet néanmoins de faire de bonnes petites parties en one-shot dignes des plus grands films de zombies. Et bien entendu, nous ne pouvons pas envisager de finir cette vidéo sans parler du clip musical qui a révolutionné le genre du clip musical. Tourné comme un court-métrage avec pas moins de 14 minutes au compteur, je vous parle bien sûr de Thriller de Michael Jackson. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous diffuser plus de quelques notes. Dans ce clip, on peut voir Michael Jackson qui est au cinéma avec sa petite amie. Quand ils rentrent chez eux, ils se font attaquer par des zombies et Michael lui-même devient un zombie. La chorégraphie de ce clip est devenue tellement emblématique qu'elle est encore aujourd'hui dansée dans des flash mobs, dans des mariages et autres fêtes. Thriller a également ouvert la voie à de nouveaux codes pour les clips musicaux, ceux-ci devenant désormais de petits courts-métrages. La plupart des clips de Michael Jackson seront ainsi faits, mais également beaucoup de clips de Mylène Farmer qui reprendront ce modèle. Voilà, nous en avons fini avec l'étude des zombies dans la culture populaire. Cette vidéo était un peu longue, mais j'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes futures vidéos et de me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé de mes actualités. Comme toujours, je vous invite aussi à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.